Et sans surprise, Xi Jinping a obtenu ce matin un historique troisième mandat de président chinois après un vote du Parlement au cours d'une cérémonie hautement chorégraphiée. Le résultat du vote des députés est sans appel puisque les 2952 membres de l'Assemblée populaire nationale, le Parlement chinois, ont voté à l'unanimité pour le dirigeant de 69 ans qui avait déjà obtenu en octobre une prolongation de 5 ans au sommet du Parti communiste, au cours du sommet du Parti communiste chinois et de la commission militaire du parti, les deux postes de pouvoir les plus importants en Chine. Xi Jinping devient donc le dirigeant suprême à rester le plus longtemps au pouvoir dans l'histoire récente de la Chine, mais ce troisième mandat d'une durée de 5 ans s'annonce délicat car les défis restent nombreux entre le ralentissement de la croissance, la chute de la natalité ou encore l'image internationale de la Chine qui s'est fortement dégradée ces dernières années. Les relations avec les États-Unis sont, elles, au plus bas, les contentieux étant nombreux, de Taïwan au traitement des musulmans ouïghours, en passant par la rivalité dans les technologies. Aux États-Unis, les nouvelles demandes d'inscription aux allocations chômage ont augmenté de 21 000 lors de la semaine du 27 février, s'établissant à 211 000 contre 190 000 la semaine précédente. Selon le département du travail, c'est la plus forte hausse sur les 5 derniers mois, mais c'est loin des 300 000 demandes qui marquent pour les économistes le seuil à ne pas dépasser, puisque cela serait le reflet de l'entrée de l'économie américaine en récession. Je vous rappelle que la Réserve fédérale surveille de très près la dynamique du marché du travail américain, alors que la Banque centrale tente de contenir une inflation élevée. Bien qu'il ne s'agisse pas de la cause initiale de cette poussée d'inflation, un marché du travail tendu pourrait créer un déséquilibre dans les négociations salariales qui pourrait exercer une pression à la hausse sur l'inflation. Mercredi dernier, le gouvernement néerlandais a annoncé que des restrictions seraient imposées sur l'exportation de machines destinées à la fabrication de semi-conducteurs, et ce, pour des raisons de sécurité nationale. Cette annonce suit les restrictions que les États-Unis ont eux-mêmes mises en place en octobre dernier pour l'exportation de leurs propres puces vers la Chine. Or, ces restrictions ne peuvent être efficaces que si d'autres pays producteurs clés s'engagent dans la démarche. C'est pourquoi les Américains ont exhorté les Pays-Bas et le Japon à rejoindre leur camp dans cette nouvelle guerre froide technologique. Selon plusieurs sources concordantes, les autorités nippones devraient à leur tour communiquer sur ce sujet dès cette semaine, mais avec des limites, puisque le Japon pourrait refuser des mesures comme l'interdiction de l'envoi d'ingénieurs aux clients s'équipant de leurs machines, car cela impacterait trop durement l'activité de leurs entreprises. Inévitablement, la Chine a critiqué la décision néerlandaise, résultat, selon elle, du harcèlement et de l'hégémonie de l'Occident. Ceci étant, selon les analystes, une des conséquences envisageable de cet embargo serait d'inciter encore plus la Chine à avancer dans le secteur là où elle pouvait auparavant se reposer en partie sur les exportations. Piégé, donc on fait un rapide coup d'œil sur ce qui se passe aux États-Unis, puisque piégée par la hausse des taux, la Silicon Valley Bank serait au bord du gouffre. Cette dernière a dû vendre en urgence une partie de son portefeuille de bons du Trésor américain et d'obligations pour 21 milliards de dollars, encaisser une perte de 1,8 milliard de dollars et lancer une augmentation de capital pour se renflouer à hauteur de 2,25 milliards de dollars. Les difficultés de l'entreprise spécialisée, de l'entreprise californienne spécialisée dans le financement du capital risque en Californie ont eu un effet de contagion sur les 4 premières banques américaines qui ont perdu hier 52 milliards de dollars de capitalisation. Nous reviendrons sur cette affaire avec Slimane et avec Christian Parizeau. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète et les marchés européens qui ont clôturé hier en ordre dispersé, tiraillés entre la hausse plus marquée qu'attendue des inscriptions au chômage aux États-Unis et les incertitudes sur l'ampleur de la remontée des taux d'intérêt américains. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,12% à 7315 points. Le FTSE a cédé 0,63% à 7879 points, pénalisé par le recul des valeurs minières. Quant au DAX, il a grappillé 0,01% à 15 633 points. À New York, la bourse a fini en nette baisse sous l'effet du repli du secteur bancaire. Le Dow Jones a reculé de 1,66% à 32 254 points. Le S&P 500 a reculé de 1,85% à 3 918 points. Et le Nasdaq Composite a lâché de son côté 2,05% à 11 338 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en baisse après 4 séances consécutives de hausse. Les valeurs bancaires ayant été pénalisées par la décision de la Bank of Japan de poursuivre son assouplissement monétaire.
Le Nikkei a reculé de 1,67% à 28 143 points. En France, les industries et la santé ont réalisé les hausses les plus marquées avec des gains respectifs de 0,68 et 0,62%. Les financières ont cédé 1,08%, suivi de l'énergie en repli de 0,75% sur fond de repli des cours du pétrole. Sur le SBF 120, Dassault Aviation a réalisé la meilleure performance suite à une meilleure publication 2022 qu'anticipée. Le titre s'est envolé de 12,21% à 179,20 €. Le titre de JCDecaux a fait le chemin inverse. L'action du géant du mobilier urbain est sanctionnée après qu'il ait annoncé un ralentissement de sa croissance au premier trimestre ainsi que l'absence de dividendes. En 2023, à la clôture, l'action a perdu 16,9% à 18,93 €. Sur le Forex, le dollar cède du terrain, la hausse plus forte que prévue des inscriptions au chômage faisant espérer que la Fed n'accélère pas le rythme de sa hausse de taux. L'euro a clôturé en hausse de 0,3% à 1,0576 $. Sur le marché obligataire, les rendements américains se sont détendus suite à la publication des statistiques sur les nouvelles inscriptions au chômage. La rémunération à 10 ans était de 3,97% au moment de la clôture à Paris et celui à 2 ans en baisse de 9 points de base qui repasse sous les 5% à 4,9794%. En Europe, le bout allemand a reculé d'un point de base à 2,6210%, tout comme le 10 ans français qui s'affichait à 3,13%. Les cours du pétrole ont fini en baisse, les opérateurs craignant un repli plus marqué de l'économie mondiale à cause d'un resserrement monétaire trop brutal. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a abandonné 1,29% pour clôturer à 81,59 $. Le baril de West Texas Intermediate, le fameux WTI américain avec échéance en avril, a lui cédé 1,22% à 75,72 $. Enfin, sur le marché des monnaies virtuelles, la nuit de jeudi à vendredi a été longue et pénible. Le Bitcoin est repassé sous les 20 000 $, impacté par un contexte macro défavorable, la menace d'une régulation de plus en plus prégnante et les déboires de la banque Silvergate. Le Bitcoin est cependant repassé ce matin au-dessus des 20 000 $ à 20 018 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause et comme je vous l'annonçais, nous ouvrirons le bal de nos invités avec Antoine Quesada et son Chronocac. À tout de suite sur Téléfinance.